Hugo Lloris, une retraite et des questions. On regarde ensemble la vidéo. C'était l'annonce la moins attendue, surtout dans un climat délétère où la sortie hasardeuse du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, sur Zinedine Zidane est au cœur de tous les débats. Mais c'est ce moment précis qu'a choisi Hugo Lloris pour annoncer sa retraite internationale. 23 jours après la finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine, le dernier rempart des Bleus quitte définitivement l'équipe de France. La fin du songe est aussi effrénée que brutale et la succession de l'ancien niçois et lyonnais est désormais grande ouverte. À côté de cela, plusieurs interrogations demeurent car le départ de Hugo Lloris n'est pas forcément lié à une question de relève. C'est officiel, le plus capé de la sélection française de football a raccroché. Alors, Begriago, comment vous avez accueilli cette nouvelle-là de la retraite internationale de Hugo Lloris? Un peu surpris quand même, parce que je me disais qu'il allait continuer cette aventure jusqu'à la Coupe d'Europe 2024, et ce qui n'a pas été fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, il sent qu'il n'a plus les armes au niveau mental, au niveau physique, pour continuer cette aventure avec les Bleus, parce qu'il y a beaucoup de pression. Pour cette équipe de France, un capitaine emblématique, pour moi, le troisième meilleur gardien français de l'histoire, derrière Barthez et Fabien Barthez et Joël Batz. Donc pour moi, c'est une icône du football français, c'est une grosse pète. Il avait de la présence, il avait du charisme, surtout c'était un rassembleur et un fédérateur dans cette équipe de France. C'est une grande pète pour l'équipe nationale de France. Mais est-ce que derrière, vous avez rapproché un tant soit peu le contexte et le timing de cette retraite-là? Je parlais bien sûr de l'affaire Noël Le Graët, parce que ça s'est enchaîné, hein, mais vraiment... Non, je ne pense pas que ce soit forcément lié à cette histoire. Le Graët, je pense qu'aujourd'hui, il a senti que dans sa tête, il n'était pas prêt pour continuer l'aventure avec l'équipe nationale de France. Comme je vous disais avant, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de temps en sélection, c'est beaucoup de choses qu'on emmagasine. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour lui, c'est le temps de partir. Il a dit partir en étant au sommet. Pour moi, je pense que c'est la meilleure chose. Et pour moi, je pense qu'il a vraiment apporté ce qu'il devait apporter. Il faut faire la passe, il faut faire passer la transition. Et cette transition-là, il y a des gardiens dans l'équipe nationale de France qui pourront venir prendre sa place. Alors, en Ballot, hier, Roger Yello, sur ce plateau, on a touché un peu le sujet, donc je vais me tourner vers Ballot, qui n'était pas avec nous. Ballot, sur la retraite de Hugo, un sentiment? Ouais, de surprise, un sentiment de surprise, hein, parce que c'est vrai qu'il a remporté le trophée ultime, qui est la Coupe du Monde, mais il manque encore à son palmarès l'Euro. Il a perdu la finale face au Portugal, donc on s'attendait à titre personnel qu'il aille chercher ce trophée de l'Euro, mais malheureusement, il a décidé de s'arrêter sur quand même des objectifs personnels, on peut le dire, atteints, c'est-à-dire remporter la Coupe du Monde et terminer sa carrière internationale sur 145 sélections, le joueur le plus capé de l'équipe de France. Donc je me dis qu'il s'est dit qu'à titre personnel, avec une victoire en Coupe du Monde et cette cape atteinte de 245 sélections et on va dire deux finales, hein, l'Euro et la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine avec une Ligue des Nations aussi remportée, il s'est dit que finalement des objectifs ont été atteints, mais moi je me dis qu'il y avait encore la possibilité d'aller glaner l'Euro pour encore embellir son palmarès, mais ça reste une décision personnelle et ce n'est pas à discuter. Roger, une petite parenthèse hein, avant de poursuivre sur le cas Lloris. Et puisqu'on évoque l'affaire Noël Le Graët, voici l'information que nous venons de recevoir, hein, selon nos confrères de RMC et de l'équipe. Devant la tempête médiatique, le comité exécutif va se réunir en urgence demain à la demande de Noël Le Graët. Et en même temps, le Conseil national de l'éthique demande sa démission. Alors, avec cette réunion et cette pression, tous azimuts, doit-on s'attendre à la démission du président de la Fédération française de football? C'est vrai qu'on l'a évoqué un peu hier, mais on a quelques éléments qu'on peut mettre dans la balance. Dans tous les cas, il a beaucoup de pression. Il y a même le témoignage d'une agente de joueurs qui est venue s'ajouter au dossier, donc le vieux un peu de pression en ce moment. Dans les tests, sans oublier Patrice Evra aussi qui est sorti. Ils sont nombreux dans tous les cas. La liste est très très longue par rapport à sa dernière sortie sur Zinedine Zidane. Mais j'ai lu quelque part que l'article 12, si je ne m'abuse, de la fédération dit que 2 tiers des membres du comité exécutif peuvent signer une motion de défiance contre lui pour l'éjecter de son fauteuil de président de la fédération. Bon, donc c'est possible. On va attendre la réunion de demain. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre la décision de Hugo Lloris et l'affaire Noël Le Graët? Je ne sais pas trop, mais j'ai lu quelque part quand même que Hugo Lloris a dit clairement qu'il a adressé un SMS, un message
à Didier Deschamps et à Noël Le Graët, président de la fédération, pour leur dire qu'il allait prendre sa décision de mettre fin à sa carrière internationale. Donc ça veut peut-être montrer qu'il n'y a pas de conflit, de problème véritablement entre les deux. Maintenant, sur le timing, Hugo Lloris est libre de prendre sa retraite. Michel Platini, dans les années 80, a pris sa retraite au sommet de sa gloire, en pleine gloire, il a arrêté. Il n'y a pas longtemps, Karim Benzema a annoncé sa retraite juste après la finale perdue de la Coupe du Monde de la France face à l'équipe de l'Argentine. Donc oui, son timing, c'est son choix. Il est en sélection depuis 2008, ça fait 14 ans. Je crois que pendant 12 ans, il a été capitaine de l'équipe de France. Il a quasiment tout gagné. Une Coupe du Monde, une finale perdue, une finale de l'Euro, une Ligue des Nations. Bon, je pense qu'à 35 ans, il veut passer le flambeau. On peut respecter sa décision maintenant. Est-ce qu'il y a un lien avec Le Graët? Je ne sais pas trop. D'accord, Malo. Moi, c'est juste revenir sur la question de Noël Le Graët. Pour moi, il va démissionner. Parce qu'il n'y a pas pire chose pour un président de fédération que d'être désavoué par sa ministre de tutelle. Donc, la ministre française des Sports, Oudéa Castéra, l'a désavoué publiquement. Je pense que là, ce sont les indications qui prouvent que la porte est grande ouverte vers la sortie. Et en plus de cela, ça a été un tollé politique. On le sait en France, lorsque l'opinion se dresse contre soi, lorsque les politiques s'en mêlent, c'est clair que ça sent le roussi pour lui. Moi, je pense que cette semaine, pour moi, va sonner le gars de Noël Le Graët. Allez, revenons à présent à notre sujet relatif au gardien de but français. Au-delà, bien sûr, de ce départ-là assez inattendu, c'est la question de la relève qui se pose en ce moment-là. Yellow, je vais me tourner vers vous. Selon vous, qui peut assurer ce poste de numéro 1 ? Je crois qu'il n'y a pas forcément à discuter. Il y a Maignan qui se positionne en tant que favori à ce poste-là. Il a eu quelques belles prestations. Je pense qu'après Hugo Lloris, Mandanda, il est sur la fin à cause de l'âge et aussi à cause des performances. Donc, Maignan est plus vu pour succéder à Lloris. Au-delà de Marc Maignan, Begreyago, Albert Lafonte, on a même Brissamba. Il y a aussi Ilan Mélier, on en parlait. Oui, selon vous. Non, mais moi, je pense que c'est une véritable bataille. Il n'y a pas quelqu'un qui se dégage réellement dans cette liste-là. Mais il y a toujours blessé, donc on ne peut pas compter sur la durée sur un gardien qui est toujours blessé. Je pense que la France a un vivier extraordinaire de gardiens de but. Ils trouveront forcément ce gardien, même pour ce départ-là, pour moi, est une grande perte. Parce que quand vous regardez, ils n'ont pas préparé ce départ de Hugo. Et j'espère que cette équipe de France sera trouver, pour moi, à Arola, Alphonse, celui qui pourra succéder temporairement à Hugo Lloris. Quand bien même, Marc Maignan a été vraiment pressenti pour être... Depuis 2019, lui, il a appelé régulièrement en sélection. Je pense que c'est parce qu'il s'est blessé là qu'il n'est pas allé à la Coupe du Monde. Brissamba, on en parle également, il fait une très bonne saison avec l'équipe de Lens. Je vois quelques internautes ivoiriens qui souhaitent que la fédération aille le checker pour venir jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire, vu que nous aussi, on n'a pas en ce moment un superbe grand gardien pour assurer derrière. J'ai vu Alban Lafont également qui est cité, Arula qui est cité. Moussa, que la France... Allez, mais derrière, sur l'illustration qu'on voit là de RMC Sport, Brissamba ne fait pas partie. Bon, tant mieux. Tant mieux, en tout cas. Ça nous laisse peut-être une petite porte. Bien sûr. Maintenant, les Français ont eu de très bons gardiens. Je me souviens de Joël Bat, qui était un superbe gardien. Jean-Luc Ettori également. Oui, mais ce n'est pas une grande tradition en Europe de grands gardiens. Ceux qui ont des grands gardiens, ce sont les Allemands. Les Allemands. Maillet. Oui, absolument. Oui, après Olivier Kahn, aujourd'hui Neuer. Fabien Barthez, Bernard Lama. Oui. On fait les beaux jours de l'équipe de France. Jean-Luc Ettori, Joël Bat dans les années 80. Okay. Donc on espère qu'après Hugo Lloris, on va trouver un autre gardien qui va venir valablement tenir les perches de l'équipe de France. Balo, je suis pressé de connaître votre avis aussi sur la même question. Oui, mais moi, j'ai plus un penchant pour Alphonse Areola. Ça reste un choix personnel, hein, je pense, parce qu'il correspond un peu plus au profil du gardien recherché, avec la grande taille, capable d'aller chercher des tirs au but, même si sa grande taille l'handicape un peu dans sa capacité à aller vite au sol. Mais je pense que pour la plupart des gardiens des grandes nations, lorsqu'on regarde les gardiens, il répond un peu plus au profil de gardien assez imposant. Il me semble un peu plus imposant que Marc Maignan d'ailleurs. Alors, une autre parenthèse. Hein. Et si on comparait un tout petit peu le contexte actuel français de la relève au niveau des gardiens de but, bien sûr, un Ivoirien derrière, qu'en direz-vous, même si Sangaré Badra aujourd'hui occupe ce poste-là de numéro 1? Non, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un problème mondial. Hein. Le poste de gardien de but, c'est un poste à spécialité. Donc, c'est un grand problème mondial. Quand vous regardez aujourd'hui les plus grandes nations,
une grande équipe, pour gagner un grand tournoi, il faut un grand gardien de but. Donc aujourd'hui, il faut continuer à travailler. Moi, j'ai vu un gardien qui s'appelait Arenze, un Sud-Africain, qui a fait l'académie de gardiens de but en Afrique du Sud. C'était une expérience extraordinaire. Il a dû transférer beaucoup de gardiens de but en Hollande, un peu partout, et au club sud-africain. C'est des exemples qu'il faut suivre. Et avoir une académie de gardiens de but. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit copier ces exemples. Les grandes nations copient ces exemples depuis longtemps. Du côté de l'Allemagne, il y a déjà une génération extraordinaire de grands gardiens. On peut suivre cet exemple-là. Et pour prouver qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas ces gardiens-là dans le football mondial, c'est vraiment difficile. Il disait tout à l'heure, Ballot, qu'une équipe, c'est un gardien d'envergure, dont les gardiens ont des tailles, ont des envergures. Quand vous regardez Thibaut Courtois, c'est à peu près 2 mètres. Donc aujourd'hui, il faut avoir... Voilà, Neuer, donc c'est des monstres aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut aller chercher ces enfants-là très tôt, les préparer, les développer et planifier afin que la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier restent toujours dans cette dynamique à avoir de grands gardiens, parce qu'une grande équipe, c'est aussi un grand gardien. Roger? Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut reprocher vraiment à Badra, le pauvre Badra? Bon, il arrive un peu par défaut, j'ai envie de dire, avec la suspension de Beau Sylvain. Sinon, c'est Beau Sylvain qui était le grand patron, même si Beau aussi, à ce moment, il avait commencé à avoir quelques difficultés dans la pêche des éléphants. Maintenant, Badra est là, jusqu'à ce qu'on trouve un autre gardien, jusqu'à ce que Gassé nous décolte un autre gardien capable de venir remplacer Badra, mais soutenons Badra. Vous savez, le poste de gardien... C'est clair, on soutient Badra. Et Roger, rassurez-vous, Roger, vous allez poursuivre, rassurez-vous. On a vu un Jean-Louis Gasset qui a misé sur la jeunesse. On a vu, il a fait tourner. Beaucoup de jeunes ont joué... mais dans les perches, oui, mais ça bouge pas. Est-ce qu'on doit attendre la CAN à domicile pour voir... La réponse est à Gasset. Il fait tourner depuis, bon, on n'a pas encore... Il a fait appel au petit Koné, là. Oui. Le Koné est venu, voilà, Koné est venu, on n'a pas eu beaucoup dans les pêches. Et à un moment, on s'attendait tous à ce que le tapé Liézé, quand il était en pleine forme encore, on s'attendait à ce qu'on le lance dans le bain. Bon, ce n'est pas venu. Maintenant, il faut regarder... Issa Fofana aussi, voilà, de quelques bons petits gardiens sur la place, mais ce n'est pas facile. Ouais. Maintenant, on va regarder encore Gasset pour voir, est-ce qu'il va aller nous chercher un nouveau petit gars qu'on va préparer. Maintenant, on n'a qu'un an. Ça va très vite. Badra a ses repères, il a son assise, il maîtrise un peu les défenseurs. C'est vrai qu'avec lui, il y a du bon, il y a du mauvais, mais Badra, accompagnons-le, mettons-le en confiance, puisque la CAN, c'est chez nous. Il faut le mettre en confiance plutôt que de chercher un peu la petite poule. D'accord. En tout cas, tous derrière, nous sommes tous derrière Badra Ali, mais pour la séance des tirs au but, en tout cas, on doit faire quelque chose. Oui, mais je pense que... Oui, déjà, je pense que pour les prestations, les dernières prestations des éléphants, en tout cas, on ne peut pas dire que Badra était mauvais. Il a été satisfaisant. Bon et du mauvais. Sur le peu d'intervention qu'il a eu à faire, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais en ce qui concerne l'éventail de gardiens de but, je pense que c'est important pour nous aussi d'élargir l'éventail de gardiens, comme l'a dit Roger Stéphane. Moi, j'ai lu un article où on parle d'Alain Zadi, le gardien de Monaco, qui est décrit comme un prodige. Ça serait intéressant aussi d'aller le chercher pour encore une fois agrandir l'éventail de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que je pense que l'une des forces d'une équipe, c'est d'avoir un réservoir incroyable de joueurs. L'équipe de France l'a démontré avec ce mondial-là. Avec une multitude de blessés, cette équipe a pu rester compétitive jusqu'à arriver à la finale. Donc, il faut dire qu'on doit multiplier notre réservoir de joueurs, d'autant plus qu'on est le pays organisateur et on l'a répété sur ce plateau à maintes reprises, cette CAN 2024 sera l'une des CAN les plus difficiles, sincèrement. Hein, parce que le niveau du football mondial à tous les échelons, à toutes les échelles est monté d'un cran et ça va véritablement chauffer à domicile. Mais c'est un peu dommage qu'on en soit arrivé là avec les gardiens. Parce qu'à une certaine époque, on n'avait vraiment pas ce problème-là. On a eu Alain Guaméné et sa génération. L'Océanu Konaté était bien deuxième derrière. Il y a eu Alain Doumbia. Ali Doumbia, du Sporting Club Gagne de l'Africa Sport. Après, on est arrivé à Copa Barry. Il y a eu Tizier entre-temps. Après, il y a Beau Sylvain. Bon, Beau Sylvain, Copa. À un moment, on n'avait vraiment pas ce problème-là. Mais là, aujourd'hui, j'avoue que... Mais c'est pas ça. Quand on n'a rien planifié, forcément, on est en manque. Une génération, elle se prépare. Elle n'est pas spontanée. Donc, si on n'a pas préparé cette écurie de gardiens de but, aujourd'hui, nous serons forcément en manque. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est préparer, c'est prévoir, c'est planifier cela, ce qu'on ne fait pas dans les pays africains. Oui, et depuis, il faut rappeler que depuis Tizier Jean-Jacques, c'est rare de voir un gardien qui fait l'unanimité en équipe nationale. D'accord, je répète, tous derrière Badra, pour la séance des tirs au but. Il faut qu'on l'accompagne. On doit revoir.
Allez, on parlera d'Amad Diallo dans cette émission. Brillant avec Sunderland, Amad Diallo doit-il être rappelé par Jean-Louis Gasset? C'est notre question LGT. Je vous donne le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Alors, on va revenir en équipe de France pour poursuivre. L'autre grosse polémique, bien sûr, problématique autant pour moi, reste la question du brassard. Est-ce qu'on doit l'attribuer définitivement à Varane ou penser à Kylian Mbappé pour vraiment être, je ne sais pas, beaucoup de Français le pensent certainement, pour vraiment passer le relais? Il faut se poser la question, d'abord, c'est quoi un capitaine? Oui. C'est une très bonne question qu'il faut se poser. Un capitaine, c'est un communicateur, c'est un rassembleur, c'est un fédérateur. Il a l'oreille et les yeux du coach. Est-ce que Kylian a cela? Je dirais non, mais je pense que Varane, pour moi, est le leader qui va continuer l'œuvre de Hugo Lloris. Donc je pense que pour moi, je vise plutôt Varane, qui est quelqu'un de sobre, qui s'est apprécié, mais surtout qui a un vécu extraordinaire, qui était plusieurs fois champion d'Europe avec le Real de Madrid. Il a cette envergure, il a ce vécu-là. Et pour moi, il sait aussi transmettre. C'est important pour un capitaine. Donc je pense que celui-là, il est plus sur le chemin qu'Mbappé, qui sera le futur, pour moi, capitaine de la nation de France. Je ne l'ai pas cité, mais on l'a vu sur l'illustration tout à l'heure. Antoine Griezmann, sur des reportages et tout ce qu'on a pu voir, il est vraiment rassembleur. Rassembleur, très impliqué dans son équipe, mais pour moi, je pense que Raphaël Varane est le successeur légitime parce qu'actuellement, il est le vice-capitaine après Hugo Lloris. Tout à l'heure, Begré-Yago parlait de quelqu'un qui est rassembleur, qui est calme, qui est posé. Je pense que Raphaël Varane a toutes ces qualités-là. C'est vrai que lors du dernier mondial, du récent mondial au Qatar, Kylian Mbappé a pris du coffre. On se rappelle de son discours là à la finale, à la mi-temps, quand l'Argentine menait le débat. On sentait qu'il était véritablement impliqué, mais pour toute la pression qu'il y a pour une sélection, je vois plus Raphaël Varane. Et Roger, selon un sondage effectué par le quotidien français L'Équipe, le choix du capitanat s'est porté sur la personne de Kylian Mbappé. Mais un sondage auprès de qui? Parce que le capitaine, il s'est choisi au sein de l'équipe. Hein? Clairement. C'est le sélectionneur qui décide de choisir le capitaine. Clairement. Ou alors ce sont les joueurs qui font un vote. Qui disent, nous on veut, c'est ça comme capitaine. Donc le sondage des supporters, bon, avec les supporters, tout le monde peut être capitaine d'une sélection. Mais je pense que Kylian Mbappé, l'avenir du football français, naturellement, c'est Kylian Mbappé. Il a de nombreuses années devant lui encore, énormément. Pour l'instant, je trouve qu'il est un peu trop fougueux. Un peu trop fougueux. Il est dans beaucoup de déclarations. Souvenez-vous, son contrat au Paris Saint-Germain a fait beaucoup de bruit, avec beaucoup de déclarations de sa part. Souvenez-vous des contrats en équipe de France. Il a imposé un certain nombre d'éléments au sein de l'équipe de France. Souvenez-vous de quelques-unes de ses sorties pendant la Coupe du Monde et souvenez-vous de sa dernière sortie face à Noël Le Graët, le président de la fédération. Ça fait un peu trop, ça fait un peu syndicaliste. Je dis ici, un capitaine dans la peau d'un syndicaliste, ça peut créer beaucoup de bruit au sein de la sélection. Il a l'avenir, il sera un jour certainement le capitaine de l'équipe de France parce qu'avec l'âge, il va s'assagir, il aura plus de retenue, etc., etc. Mais je pense que pour maintenant, le profil idéal pour être capitaine de l'équipe de France, ce serait Raphaël Varane. Je suis d'accord avec Yelo, je suis d'accord avec Begré-Yago. Je pense que Raphaël Varane a la personnalité pour. Il est moins exubérant, il est très renfermé. Il est le capitaine de la défense de cette équipe de France. Il est le leader naturel de la France. Regardez, pendant la Coupe du Monde, on a vu quelques jeunes pousses prodiges en défense, Fofana ou Pamecano. Mais Varane était toujours là, en patron. Il fait une petite carrière sobre, bien efficace du côté de Manchester United, après avoir été énorme du côté du Real de Madrid. Il a le vécu, il a le parcours, il a le tempérament, il a l'expérience au sein de cette équipe pour être un bon capitaine pour l'équipe de France. Je pense qu'on devait peut-être aller chercher vers Varane et attendre légèrement encore pour Kylian Mbappé. Moi, je suis plus pour Antoine Griezmann, hein, parce que je pense qu'un capitaine doit incarner un modèle et en termes d'effort sur la pelouse, je pense que cette Coupe du Monde l'a encore démontré. Antoine Griezmann a véritablement mouillé le maillot. Oui, il a clairement un gros volume de jeu. Il a été présent à tous les niveaux, même lors de la finale face à l'Argentine. On l'a vu venir défendre face à Léo Messi. Et il faut dire que très souvent, en équipe de France, la star n'est pas souvent capitaine. En 98, Deschamps était le capitaine, alors qu'il y avait un certain Zinedine Zidane. Donc je pense qu'ils peuvent toujours rester encore dans ce canevas-là, faire d'Antoine Griezmann un capitaine et laisser cette stature de star à Kylian Mbappé. Et voilà. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles un groupe de joueurs aurait précipité le départ de Karim Benzema. Sur cette question, voici ce qu'a répondu Hugo Lloris. C'est vraiment malhonnête de prétendre que certains d'entre nous ont pu favoriser le départ de KB9, donc Karim Benzema. Alors,
Alors, comment vous réagissez face à cette réponse du gardien de but français, enfin l'ex-gardien de but français? C'est de la communication, vous savez. Quand ça sort, c'est qu'il y a une part de vérité, mais je veux dire, ça fait partie du milieu du football. On a joué dans des clubs, on a joué en équipe nationale, il y a eu aussi ces cas-là, ça il ne faut pas le cacher. Ça fait partie du milieu du football, on a ses amis, on a des cadres, il y a des gens qui ne veulent pas que vous perciez le mystère, et ça fait partie des générations qui vont venir, ça fait partie du football, donc pour moi, je pense que ce n'est pas la première fois. Mais il le dit, il avait une grande intelligence. Il est très sage. Voilà, très sage, mais je pense que ça peut arriver dans une équipe, dans une sélection, parce que où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des égos. Je pense que pour lui, ce n'est pas eux, bon, il faut trouver le coupable. Roger, c'est de la sagesse. Il y a 3 noms qui ont été cités. Il y a 3 noms qui ont été cités, Hugo Lloris, Antoine Griezmann et Raphaël Varane. C'est ces noms-là qui ont été cités plus ou moins quand j'ai lu un peu, et les bruits et les rumeurs. Maintenant, ces 3-là, c'est 3 gros leaders de l'équipe de France. C'est la génération un peu ancienne, et donc vraiment des grands leaders. Maintenant, s'ils ont fait ça, et que Deschamps a poussé, s'ils l'ont fait, et que Deschamps les a suivis à pousser Benzema, ça veut dire que Deschamps, s'il doit choisir un capitaine maintenant, il va aller chercher parmi ceux-là. Mais il y a un qui a pris sa tête, donc il en reste 2. Donc voilà un peu, mais j'avoue que, bon, c'est des bruits, hein. J'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Maintenant, la réponse d'Hugo Lloris est très très belle, elle est pleine de sagesse, il fait une réponse diplomatique, c'est bien. Maintenant, tout ça, c'est un peu le passé. On va attendre encore les événements à venir avec Noël Le Graët, parce que ça pourrait chambouler un peu tout. Nouveau président de la fédération, on peut remettre en cause le contrat de Didier Deschamps, relancer le Zidane dont tout le monde parle, l'icône dont tout le monde parle. Zidane pourrait faire une diplomatie pour amener. Enfin bref, c'est des scénarios un peu hollywoodiens. Attendons la suite des événements par rapport à Noël Le Graët pour voir ce qui va se produire. Mais bon, les 3 ont été cités. Hugo Lloris donne une belle réponse, bien diplomatique. Attendons la suite des événements. Oui, et je pense que le mot est bien choisi, c'est hollywoodien, parce que pour moi, le contrat est déjà signé. Je ne pense pas qu'on puisse revenir là-dessus. Mais pour revenir sur les propos d'Hugo Lloris, pour moi, il a parfaitement raison. Je pense que les premiers qui ont été incriminés dans l'affaire, c'est le staff et le sélectionneur Didier Deschamps. Je pense que ceux qui sont même en mesure de gérer la blessure de Karim Benzema d'un cadre de l'équipe nationale, c'est bien sûr le staff. Et lorsque Karim Benzema est retourné à Madrid, au vu de l'observation des médecins du Real Madrid, c'est clair que les membres du staff de l'équipe de France étaient censés savoir que cette blessure-là n'était pas gravissime au point de le déclarer forfait. Et ce n'est pas les joueurs qui déclarent leur coéquipier forfait, c'est le staff. Voilà, donc je pense que ça, c'est un peu une diversion. Maintenant, il faut sur le complot, faut enlever cette responsabilité. On met ça en griffe. Si le complot est avéré, ça veut dire qu'au sein de l'équipe de France, on n'a jamais accepté vraiment le retour de Karim. Deschamps l'a fait revenir, il a été la star de l'équipe à l'Euro. Quoiqu'elle ait été livrée très tôt, parce que c'est lui qui a marqué beaucoup de buts. 7 euros, Griezmann, Mbappé étaient un peu dans l'ombre. La lumière, c'était sur Karim Benzema. Est-ce que c'est ça que les autres voulaient éviter, vu qu'il était meilleur joueur du monde, Ballon d'Or, et qu'il allait être la star principale de cette Coupe du Monde, vu son statut? Est-ce que c'est ça qui a amené ceux-là à faire ce qu'ils ont fait en griffe? C'est un peu dommage, mais ça veut dire qu'on n'a pas vraiment accepté le retour de Karim Benzema dans cette équipe de France. Allez, notre sabuzz était consacré à Hugo Lloris. Je vais vous donner ses stats avant, bien sûr, de passer à la pub pour revenir et parler, bien sûr, d'Amad Diallo. Notre question LGT éléphant brillant avec Sunderland. Amad Diallo doit-il être rappelé par Jean-Louis Gassi? Donc, les stats de Hugo Lloris, c'est 145 sélections, recordman, 121 fois capitaine, donc recordman également. Champion du monde 2018, vainqueur de la Ligue des Nations en 2021. Voilà, on va marquer une courte pause. On revient juste après pour la suite de cette émission.